Après avoir étudié les compétences du nouveau-né, ses rythmes de vie, après avoir étudié les mécanismes de l'adaptation à la vie extra-utérine, nous avons pu déterminer ensemble quels étaient les gestes à effectuer au moment de l'accueil du nouveau-né. Ce cours a donc pour objet de vous rappeler les notions que nous avons mis en place ensemble en présentiel. Il commencera par une petite introduction autour des compétences du nouveau-né et de ceux qui l'entourent. Puis, nous parlerons de l'accueil de l'enfant en lui-même, avec les différents gestes qui doivent être réalisés au moment de la naissance de celui-ci. Afin de pouvoir au mieux assurer l'accueil du nouveau-né à la naissance, il faut bien avoir en tête les différents acteurs qui seront présents à ce moment-là. À la naissance, le nouveau-né est doté d'un équipement neurologique qui lui permet d'interagir d'emblée avec son entourage, plus particulièrement avec sa mère bien entendu, et de percevoir son environnement. L'aire corticale sensitive correspondant au toucher et l'aire sensorielle qui est la plus développée à la naissance. On en a déjà parlé dans les cours précédents, le fonctionnement de l'appareil vestibulaire lui permet de percevoir les mouvements comme le bercement. Vous savez aussi que le sens du goût se manifeste clairement avec des expressions faciales bien particulières. Et vous savez aussi qu'un enfant a une succion beaucoup plus vigoureuse lorsque le liquide qu'il tète est sucré. Vous savez aussi que l'odorat du nouveau-né est tel qu'il peut distinguer l'odeur du sein de sa mère par rapport à l'odeur d'un autre sein allaitant. Et vous savez qu'au niveau auditif, il prête une attention particulière à la voix humaine, et spécifiquement à la voix des parents. Au-delà de ses compétences sensorielles, le nouveau-né a des compétences motrices et des compétences sociales. Même si la motricité est réflexe, nous le reverrons au cours de l'étude de l'examen clinique du nouveau-né, elle intervient dans les interactions avec les parents et dans leur façon qu'ils ont de se représenter leur bébé. Enfin, le nouveau-né réagit aux stimulations, les bruits, la lumière, le mouvement, et limite même les êtres humains qu'il a dans son champ de vision. Nous le reverrons aussi au cours de l'examen clinique du nouveau-né. Il va donc se créer un environnement social grâce à la réaction que l'entourage va avoir face aux propres actions du nouveau-né. Selon certains auteurs, il existe chez la mère dans les premières heures après l'accouchement un état psycho-affectif particulier mais transitoire, de telle sorte qu'il y aurait une période sensible au cours de laquelle l'établissement de la relation entre la mère et son enfant pourrait se faire de manière optimale. Ça ne veut pas dire qu'une fois cette période passée, il n'y a plus possibilité d'établir une relation, mais cela veut dire qu'elle sera plus rapide et plus efficace durant cette période. Beaucoup d'études soutiennent que la prolongation des temps de contact et d'interaction au cours des premières heures et des premiers jours de vie ont des effets positifs plusieurs mois, voire plusieurs années après sur la qualité de la relation et sur le développement de l'enfant. Concernant la femme et la mère, il faut bien avoir en tête que le vécu de l'accouchement est quelque chose d'assez intense au niveau physique, mais aussi surtout au niveau psychique. Les femmes parlent de dépassement de soi, d'éclatement. La naissance est un moment de transition entre le rapport qu'elles ont avec le bébé imaginaire, le bébé fantasmatique, et le bébé réel. Effectivement, le réel fait une irruption brutale au moment de l'accouchement dans cette relation entre la mère et l'enfant. C'est une expérience qui peut être douloureuse, et il va y avoir à la fois un travail de séparation et un travail d'attachement concomitant qui vont se faire autour de la naissance. En effet, la femme va avoir à faire le deuil à la fois de son état de grossesse mais aussi de l'enfant imaginaire et fantasmatique qu'elle avait
pendant la grossesse, elle doit faire aussi un travail inverse pour faire de la place dans sa vie mentale au nouveau-venu, celui d'attacher à l'enfant nouveau-né des représentations mentales, des affects et des espoirs. Il y a encore peu de temps, les nouveau-nés étaient immédiatement séparés de leur mère, ils étaient emmaillotés, amenés en chambre uniquement pour la tétée 24 heures après la naissance. Actuellement, on donne plutôt l'accent à un minimum de séparation de la mère et l'enfant, quel que soit le contexte, durant les 2 heures qui suivent la naissance. Si la maman le désire, elle doit pouvoir le tenir, faire connaissance avec lui. Ce sont ces moments qui vont permettre de fabriquer l'unité familiale, de cimenter la relation qui débute. Après avoir parlé de l'enfant et de la mère, nous allons parler des professionnels de puériculture. Il y a 3 objectifs à l'accueil du nouveau-né. Tout d'abord, vérifier la bonne adaptation de l'enfant à la vie extra-utérine, s'assurer de l'absence de malformations congénitales et favoriser l'installation immédiate d'une relation entre la mère et l'enfant de bonne qualité. Une prise en charge correcte d'un enfant à la naissance, et ça c'est valable en puériculture, en pédiatrie, mais n'importe où en médecine, est fondée sur la prévention. Mais aussi sur une équipe qui est compétente et sur la préparation correcte du soin. Préparation correcte du matériel et préparation psychologique de l'équipe. Même si on part du principe qu'un enfant peut mal s'adapter et qu'on doit toujours être préparé à la pire situation, on doit s'efforcer de connaître les renseignements fondamentaux sur la grossesse et sur les moments qui précèdent l'accouchement. Chaque accouchement, même pour une même patiente qui accouche plusieurs fois, est une histoire différente et doit être prise en charge de manière différente. Ainsi, le but, c'est d'essayer de prévoir l'état à la naissance. Par exemple, devant un liquide amniotique méconial, on peut penser qu'il va exister une inhalation de ce liquide, et donc un certain nombre de gestes vont en dépendre. La majeure partie du temps, l'enfant va y aller bien, la grossesse se sera bien déroulée, l'accouchement sera simple, sans complications. Voici par exemple quelques cas de naissance à risque. L'existence d'une asphyxie perpartum, le caractère teinté du liquide amniotique, l'administration de drogues dépressives à la mère, l'hémorragie maternelle, la prématurité, toutes les grossesses à risque en général. Nous allons donc voir maintenant ce qu'implique l'accueil du nouveau-né en salle de naissance. Nous l'avons déjà déterminé en présentiel, ce sont donc des rappels de cette séance. Tout d'abord, il n'y a pas d'improvisation. La préparation du matériel est primordiale. Si l'enfant doit être pris en charge, il faudra pouvoir compter sur un endroit dédié à sa prise en charge. C'est un endroit qui devrait être confortable pour l'enfant, mais aussi confortable pour le professionnel. Donc la table de réanimation, elle doit être avant l'arrivée du bébé en état de marche, lumière et chauffage. Elle doit avoir à proximité tout ce dont on aura besoin pour accueillir l'enfant dans les meilleures conditions. Le dessin à l'écran représente une table de réanimation assez classique, même si elle est sûrement un vieux modèle. Les salles de naissance ne sont pas toutes équipées de tables comme celle-ci, qui sont aussi appelées incubateurs ouverts. La zone d'accueil de l'enfant peut être un plan de travail équipé d'une lumière et d'une rampe chauffante. Cela dépend des maternités où vous allez travailler. Donc outre la table de réanimation en état de marche, il faut avoir à proximité couverture, bonnet, chaussettes et gants qui peuvent être préparés et disposés sur le plan de travail. Bien entendu, la couverture et le bonnet sont plus qu'essentiels si vous vous référez au cours sur l'adaptation à la vie extra-utérine et sur la régulation thermique. Le bio, il est nécessaire à la bonne installation de l'enfant, a fortiori en cas de réanimation néonatale. Le bio, c'est un tissu qui va être installé sous les épaules du nouveau-né, un tissu qu'on va rouler en tube pour pouvoir avoir une épaisseur environ d'1,5 cm à placer sous les épaules. Ce bio va permettre de placer la tête de l'enfant en hyperextension et donc de libérer les voies aériennes supérieures. Le matériel d'aspiration doit être branché et vérifié. Le matériel d'aspiration comprend une source de vide, branchée au mur ou indirectement par la table de réanimation,
En général, la pression négative est réglée à moins 100 mm de mercure. Vous reverrez ça lorsque vous ferez les cours sur la réanimation néonatale. Un bocal de recueil, des sondes d'aspiration de différents diamètres et un flacon de rinçage en cas d'aspiration répétée. Le matériel de ventilation, lui, doit être aussi vérifié fonctionnel. Il comprend une source d'oxygène, murale ou indirectement par la table de réanimation, avec un débitmètre réglé à 5 litres par minute, un ballon, un masque, un réservoir d'oxygène, en sachant que beaucoup de maternités sont désormais équipées d'un matériel de ventilation automatisé qui s'appelle le NeoPuff et qui remplace donc la ventilation au ballon. Selon les maternités et les dispositions des salles de naissance, à des fins ergonomiques, rares sont les salles de naissance qui peuvent accueillir l'ensemble du matériel que je vous liste sur cette diapositive. Tout ce que je viens de vous dire, la table de réanimation, le bio, l'aspiration, la ventilation, couverture et bonnet, sont le matériel minimum existant dans chaque salle de naissance. Le matériel que je vais désormais vous énumérer se trouve en général dans une salle attenante qui est dédiée à la réanimation néonatale. Et c'est un matériel qui devra bien entendu être systématiquement vérifié, d'autant plus qu'il est beaucoup moins utilisé que le matériel précédent. Ce matériel, il s'agit donc du matériel d'intubation, les sondes trachéales, les raccords de Boffice, les laryngoscopes, pinces de Magil et des moustaches. Vous reverrez tout ça en réanimation. Les sondes trachéales et les raccords de Boffice vont vous permettre de ventiler l'enfant en intratrachéal. Le laryngoscope et la pince de Magil vont vous servir à mettre en place la sonde trachéale. Et les moustaches sont des petits morceaux de sparadrap découpés d'une certaine manière et qui vous permettront de fixer le matériel de ventilation et la sonde gastrique éventuellement, afin qu'elle ne bouge pas une fois la réanimation terminée. Doit être aussi prêt un plateau de cathétérisme ombilical, prêt à l'emploi avec les cathéters, les fils, les gants, tout le matériel pour installer le cathéter. Et on peut préparer des drogues en fonction de l'état attendu de l'enfant à la naissance. L'adrénaline pour la stimulation cardiaque, l'analoxone qui est un antagoniste morphinique, le bicarbonate de sodium qui traite les acidoses, la solution glucosée qui peut être associée au calcium dans le traitement de l'hypoglycémie et de l'hypocalcémie, et la solution sodée qui est depuis peu préférée à l'albumine comme soluté de remplissage. Enfin, un incubateur chaud et fermé, chaud c'est-à-dire réglé à 38 degrés et fonctionnel, doit être lié à une source d'oxygène pour être prêt en cas d'hypothermie ou de détresse respiratoire. Le nouveau-né est un être fragile, on l'a déjà vu, et on sait que son adaptation, qui a été brusque, est instable. Il y a donc 3 règles à respecter lorsque l'on prend en charge un nouveau-né, sont l'asepsie, la normothermie et la sécurité. L'asepsie, afin d'éviter à ce nouveau-né fragile au niveau immunitaire d'attraper des infections. La normothermie, puisque vous aurez compris l'importance de celle-ci, d'autant plus en cas de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine. Et la sécurité pour des raisons évidentes de fragilité et de motricité de l'enfant. Alors nous l'avons vu ensemble, dès la naissance, on pose l'enfant sur le ventre de sa mère. On le pose sur le ventre de sa mère en décubitus ventral, peau contre peau, où il est immédiatement séché avec un linge doux et chaud, de façon à éviter les pertes thermiques par évaporation. Ce séchage va permettre aussi de stimuler l'enfant, et une fois le nouveau-né séché, on le recouvrira d'un nouveau linge chaud et sec. En effet, quand vous, adultes, sortez de votre douche le matin, vous ne gardez pas votre peignoir ou votre serviette mouillée sur le dos pour pouvoir aller travailler, vous vous habillez avec des vêtements secs. Ceci dans le but d'éviter d'avoir froid. Les pertes thermiques se font majoritairement par la tête, on le sait, qui est la plus grande surface d'échange thermique, et par les extrémités. Et il est à savoir que le pot à pot est le meilleur incubateur existant. Ainsi, la température pourra être prise sur le ventre de la mère. Dans le même temps, la vitalité de l'enfant est cotée par le score d'Apgar. Si l'enfant crie ou respire calmement, s'il est rose et réactif, s'il paraît pas être encombré, et si ses pulsations sont senties au cordon avec une fréquence supérieure à 100 par minute, aucun geste supplémentaire va être nécessaire dans l'immédiat, et l'enfant peut tout à fait rester dans les bras de sa mère. La sage-femme et le
le reste de l'équipe présente doit savoir à ce moment-là se faire discret, tout en restant vigilant. Discret de façon à préserver l'intimité familiale, vigilant pour pouvoir surveiller la bonne adaptation néonatale de l'enfant. Quand le cordon ne bat plus, on peut le sectionner. Le père ou la mère peuvent le faire s'ils le désirent. Par contre, si l'enfant semble encombré, s'il a du mal à respirer, s'il n'est pas rose ou si sa fréquence cardiaque n'est pas normale, alors il doit être pris en charge sur un plan de travail adapté, la table de réanimation. Quand on s'occupe d'un enfant qui se trouve dans cet état, il faut savoir travailler rapidement mais sans précipitation, savoir garder son calme, de l'asepsie verbale, afin d'être efficace et de ne pas inquiéter outre mesure les parents. En effet, vous le savez, les enfants ont le droit à 1 minute pour pouvoir arriver et s'adapter. Le score d'Apgar ne scote qu'à partir de 1 minute de vie. La première priorité est donc le séchage. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il permet aussi de stimuler l'enfant et il est absolument nécessaire, sauf certaines contre-indications, comme le liquide amniotique méconial particulaire par exemple, mais vous verrez ces pathologies en pédiatrie. Bonnets, chaussettes, gants, couverture font partie du maintien de la normothermie chez l'enfant à haut risque d'hypothermie, prématuré, retard de croissance, détresse respiratoire. Et donc la seconde priorité, c'est la libération des voies aériennes supérieures. Pour ceci, l'enfant doit être correctement installé, le bio sous les épaules, je vous l'ai dit, ce qui permet une extension de la tête par rapport au tronc, et ensuite on entame une aspiration bucco-pharyngée avec une sonde de calibre 8 chez le nouveau-né normal à terme. On aspire en retirant la sonde, une ou plusieurs fois selon la nécessité. L'aspiration gastrique, attention, ne doit pas être immédiatement réalisée. En effet, elle peut être la cause d'un réflexe vagal et donc d'une détérioration de l'état de l'enfant. On peut aussi réaliser une aspiration au niveau nasal, avec une sonde de calibre 8 si on ne veut pas perdre de temps à débrancher la sonde. Chez le nouveau-né normal à terme, on peut tout à fait utiliser une sonde de calibre 8 pour le nez et pour la bouche. Si l'état du nouveau-né le permet, à la suite de la désobstruction des voies aériennes supérieures, il peut tout à fait être à ce moment-là réinstallé sur le ventre de sa mère, toujours dans un souci d'optimisation de la relation mère-enfant. Avant, et plus souvent après la délivrance, la sage-femme pourra, si la mère le désire, l'accompagner dans une première mise au sein. Ces premiers moments de vie restent longtemps inscrits dans la mémoire des parents, et puisque l'enfant va bien, il faut pouvoir créer une ambiance de calme et de confiance dans laquelle le premier contact de l'enfant avec ses parents sera le meilleur possible. La mise au sein précoce est à la fois vecteur de bonne qualité de relation mère-enfant et vecteur de bonne qualité de mise en place de l'allaitement maternel. Avant la délivrance, des prélèvements peuvent être faits au sang du cordon. Il se pratique sur la partie placentaire du cordon coupé. On ne pique jamais la partie du cordon coupé qui est attachée à l'enfant, soit sur la veine, soit sur les artères ombilicales, selon le type de prélèvement. Par exemple, la vérification du pH fœtal à la naissance est un indice de son bien-être au moment de l'expulsion. Il va nous permettre de détecter une acidose. Il se prélève sur du sang veineux, donc sur une des artères ombilicales, et sur du sang artériel, donc sur la veine ombilicale. Sa normale est supérieure ou égale à 7,20. Dans certains centres, le groupage ABO et rhésus de l'enfant est réalisé au sang du cordon lorsque la mère est de rhésus négatif. Ceci afin de prévenir l'iso-immunisation lors d'une grossesse ultérieure. Beaucoup d'établissements français du sang n'acceptent plus ce type de prélèvement, et le groupage est maintenant réalisé à l'hôpital couple-enfant du CHU de Grenoble sur l'enfant au premier jour de vie. Enfin, certains dosages toxicologiques, virologiques ou parasitologiques peuvent être nécessaires en fonction de l'histoire de la grossesse. Dans ce cas, et pour une raison pratique, ils seront prélevés sur la veine ombilicale, puisque le débit est plus important et la veine ombilicale est plus facile à cathétériser que les artères. Ensuite, durant les 2 premières heures de vie, un certain nombre de gestes sont nécessaires avant le départ de la salle de naissance. Le dépistage des anomalies congénitales, dont je vous reparlerai dans le chapitre suivant. Les soins du cordon, avec désinfection de sa base par une solution antiseptique, en général on utilise la chlorhexidine alcoolisée, la pose du clamp-bar,
qui est la petite pince qui va permettre d'éviter le saignement du cordon ombilical pendant les premiers jours jusqu'à ce qu'il tombe. On le sectionne au bistouri ou au ciseau stérile et on désinfecte la tranche de section. Durant cette désinfection, on peut même vérifier le nombre de vaisseaux et leur bonne hémostase. On mettra en place un bracelet d'identification qui devra être vérifié par les parents. Tout nouveau-né, avant de sortir de la salle de naissance et d'être séparé de sa mère, doit être identifié. L'identification consiste en l'écriture du nom, du prénom, de la date de naissance de l'enfant, mais aussi de son heure de naissance et éventuellement de son poids de naissance. On prendra ensuite les mensurations de l'enfant. Vous reverrez dans le développement psychomoteur et staturopondéral de l'enfant de 0 à 6 ans l'importance de ces mensurations. Il s'agit du poids, de la taille et du périmètre crânien. Dans certains centres, on peut être amené aussi à mesurer le diamètre bipariétal et la longueur du segment inférieur, c'est-à-dire des jambes. La désinfection oculaire par collyre antibiotique ou antiseptique est un geste qui a été proposé en 1881 et qui avait pour but de prévenir la conjonctivite néonatale à gonocoque qui donnait des ophtalmies purulentes du nouveau-né. Jusqu'à très récemment, on utilisait donc le nitrate d'argent, auquel le gonocoque est sensible, pour réaliser cette désinfection oculaire. À l'heure actuelle, le germe le plus fréquemment rencontré est Chlamydia trachomatis, sur lequel le nitrate d'argent est inefficace. On retrouve aussi d'autres germes, comme le Staphylococcus aureus, la Klebsielle ou le streptocoque. La désinfection oculaire reste donc toujours indispensable, et on utilise soit l'oxytétracycline ou la rifamycine, qui sont des collyres antibactériens très utilisés dans les maternités. On administre donc une goutte dans l'angle interne de chaque œil, de telle sorte à ce qu'elle se répande dans tout le sac conjonctival en une seule fois. Durant ces 2 premières heures de vie, on va aussi administrer des vitamines à l'enfant. Tout d'abord, l'administration de vitamine K1. On l'administre per os, dès que l'enfant n'a plus besoin d'être aspiré. Ceci en prévention de la maladie hémorragique du nouveau-né, qui est due à l'immaturité hépatique. La posologie de la vitamine K1 est une dose unique de 2 mg, et cette administration sera renouvelée dans les suites de couches pendant 3 jours si l'allaitement est maternel strict. Il ne sera pas renouvelé si l'allaitement est artificiel et strict. En effet, le lait artificiel contient déjà un supplément en vitamine K. Si l'enfant régurgite immédiatement après l'ingestion de vitamine K, il est sans danger et recommandé d'administrer une nouvelle dose, puisqu'il n'existe pas de surdosage de vitamine K1. On peut préférer l'administration en intramusculaire ou en intraveineux lente, dans certains cas, à risque majoré de maladies hémorragiques du nouveau-né, la prématurité, le retard de croissance, le traitement antiépileptique chez la mère, les bosses ou sérosanguines ou les céphalématomes, etc. Il est à savoir que l'administration de vitamine K1 se poursuivra après le retour à la domicile en cas d'allaitement maternel strict. On administre aussi chez le nouveau-né la vitamine D. Cette vitamine est souvent associée en spécialité à d'autres vitamines, A, E et C. On administre la vitamine D en prévention du rachitisme et des carences vitaminiques de la croissance. Elle peut se faire à la naissance ou à partir du premier jour de vie, et jusqu'à la marche. La spécialité utilisée est l'uvestérol et sa posologie est de 1 ml par jour. Dans certains cas, il peut être nécessaire de nettoyer l'enfant, en particulier s'il est recouvert de sang. On utilise alors un linge humide, ou une douche ou un bain selon les possibilités locales, mais dans tous les cas, on doit faire attention à ne pas refroidir l'enfant et à respecter les règles d'hygiène. La prévention du refroidissement étant une des priorités de l'accueil du nouveau-né, on évitera le bain autant que faire se peut. On vérifiera la température à nouveau 2 heures après la naissance, et tous ces soins sont pratiqués avec douceur, dans le calme, dans le respect des précautions d'hygiène, sans éclairage agressif, et en expliquant ce que l'on fait aux parents afin de les intégrer aux soins de nursing du nouveau-né. Un dossier ou une feuille de surveillance sera débuté durant les 2 premières heures de vie. On surveillera l'enfant régulièrement tous les quarts d'heure pendant ces 2 premières heures, en prévention de la mort subite du nouveau-né. Il sera tenu ce dossier pendant tout le séjour de l'enfant en maternité, et on va y noter tous les soins qui seront faits
au nouveau-né, le score d'Apgar, les mensurations, les données des examens pédiatriques, les premiers éléments de surveillance comme l'émission d'urine, de méconium, tous les gestes effectués chez l'enfant, toutes les anomalies qui sont constatées, et aussi le début de l'alimentation. Enfin, les examens cliniques du nouveau-né sont en général réalisés par le pédiatre de la maternité durant les 24 premières heures de vie et au moment de la sortie de la maternité. On le reverra dans un chapitre suivant, ils vont comprendre un examen somatique et un examen neurologique. La sage-femme peut tout à fait réaliser ces examens pédiatriques à la naissance ou à la sortie si un des deux examens était réalisé par un pédiatre. Nous allons maintenant nous attarder sur le dépistage des malformations. Il y a 4 grandes anomalies qui doivent être impérativement dépistées: l'atrésie de l'œsophage, l'imperméabilité des coènes, la fente palatine et l'imperforation anale. Nous les reverrons dans le détail tout à l'heure. Mais d'autres malformations peuvent être facilement détectées par un examen rapide de l'enfant sur la table de réanimation ou sur le ventre de sa mère au moment des soins. On va tout d'abord étudier globalement le nouveau-né, c'est ce que l'on appelle le temps d'inspection global. Une inspection de la peau va amener à voir le vernix caseosa. C'est un épais dépôt blanchâtre d'autant moins présent que l'on s'approche du terme de la grossesse et qui permet de faciliter la régulation thermique du nouveau-né. C'est donc tout à fait normal et il ne faut pas chercher à l'enlever. On peut repérer une éventuelle cyanose, souvent péribuccale ou des extrémités, juste après la naissance, et quelques éruptions physiologiques, comme le milium, qui sont des petits grains blancs, qui sont des microkystes sur le nez et sur son pourtour. Ce sont des amas sébacés qui disparaissent en 2 à 3 mois. L'érythème toxique du nouveau-né, qui réalise des macules rouges centrées sur un bouton rougeâtre. Il disparaît en 1 semaine et il traduit le passage d'un environnement stérile à un environnement agressif. Les taches mongoloïdes, qui sont des hypermélanoses, elles sont bleues ardoisées, elles peuvent être très étendues, elles sont de régression spontanée durant la petite enfance, ou d'autres atteintes de la peau un petit peu moins physiologiques, comme l'angiome capillaire par exemple. Toujours à cette inspection globale, on va rechercher une dysmorphie faciale, qui est présente dans de nombreuses anomalies chromosomiques, comme par exemple la trisomie 21 ou le syndrome de Turner. Il s'agit de vérifier l'implantation des yeux, l'implantation des oreilles, par exemple. On peut retrouver des mamelons surnuméraires, et on va compter le nombre de doigts à chaque membre. Il est important de suivre le rachis afin de détecter une éventuelle fossette sacrée ou l'absence de fermeture de l'arc osseux postérieur d'une ou plusieurs vertèbres. C'est ce qu'on appelle le spina bifida. C'est une malformation qui peut être épidermisée ou non. Si elle n'est pas épidermisée, dans ce cas-là, on le verra à l'œil nu sans avoir besoin d'examiner avec nos mains. Enfin, l'étude des organes génitaux externes est extrêmement importante. Vous pouvez vous référer à vos cours sur la différenciation sexuelle. En effet, l'identité du nouveau-né dépend de l'examen des organes génitaux externes, et quand il existe un doute, il faut être très prudent dans le langage et dans le contact avec la famille. Il y a possibilité, dès qu'une anomalie de la différenciation sexuelle est détectée, de retarder la déclaration du prénom et du sexe de l'enfant. Rapidement, chez la petite fille à terme, les petites lèvres ne doivent pas être accolées et les grandes lèvres ainsi que le clitoris ne doivent pas être hypertrophiés. Chez le petit garçon à terme, le méa urinaire doit se trouver à l'extrémité du gland. Celui-ci doit pouvoir être légèrement décaloté jusqu'à voir le méa, légèrement décaloté jusqu'à voir le méa. Et enfin, les testicules doivent être en place dans le scrotum. Nous allons donc rapidement voir maintenant le dépistage des 4 malformations que je vous ai citées précédemment. Vous aurez des cours spécifiques dessus dans les années à venir en pédiatrie. Je vous en fais un rapide topo pour que vous puissiez bien comprendre que ce sont des maladies qui se dépistent assez facilement, en tout cas avec des gestes assez simples à faire et qui peuvent être prises en charge rapidement. Nous allons commencer par l'atrésie de l'œsophage, qui est donc l'interruption de l'œsophage sur un de ses segments. C'est une malformation qui représente 0,3 pour 1000 naissances. Elle est liée à la formation de l'œsophage et de la trachée. Et il en existe différents types selon les communications qui peuvent exister entre œsophage et trachée. Le risque majeur, c'est donc l'inhalation, le passage du contenu de l'œsophage ou de l'estomac dans la trachée, dans l'arbre bronchique,
Cliniquement, à la naissance, le nouveau-né va bien, il ne présente aucun signe spécifique. On peut retrouver de la salive à la bouche, un enfant qui toussote, une petite détresse respiratoire qui peut s'installer. Le diagnostic est donc très facile à réaliser. Il se fait par la cathétérisation de l'œsophage et de l'estomac à l'aide d'une sonde. C'est ce que l'on appelle le test à la seringue. Donc en pratique, on utilise une sonde de diamètre 8 ou 10 que l'on descend à au moins 20 cm de la bouche ou des narines, puisque le cardia se trouve à au moins 20 cm de la bouche ou des narines chez le nouveau-né à terme. Grâce à un stéthoscope et à l'injection d'air dans l'estomac, on va entendre un borborigme particulier de l'arrivée de l'air dans la cavité gastrique. Ce test à la seringue est souvent remplacé dans la maternité par le passage d'une sonde d'aspiration de 8 ou de 10, donc assez rigide. Le risque de cette pratique-là, ce sont les risques d'enroulement de la sonde dans le cul-de-sac et donc de faux négatifs, c'est-à-dire qu'on entendra le bruit et qu'on descendra la sonde suffisamment bas, ou en tout cas on aura l'impression de descendre la sonde suffisamment bas pour avoir l'impression que le test à la seringue est négatif, ne dépiste pas de malformation alors qu'il y en a une. Au CHU de Grenoble par exemple, on ne réalise pas le test de dépistage avec le test à la seringue, mais bien avec le passage d'une sonde d'aspiration. Si la sonde est bloquée à une dizaine de centimètres ou si le borborigme n'est pas audible, on laisse la sonde en place et on confirme le diagnostic avec une radiographie. La conduite à tenir immédiate est d'abord l'alerte du pédiatre. On transférera l'enfant en néonatologie et on va l'installer en incubateur en position demi-assise avec une aspiration pharyngée continue à moins 20 mm de mercure. Les coènes sont les deux orifices postérieurs des fosses nasales. Ce sont donc les cavités qui font communiquer le nez avec le pharynx. Et l'atrésie des coènes est une malformation qui peut avoir un retentissement important sur l'adaptation du nouveau-né à la vie extra-utérine. Théoriquement, l'enfant ne sait pas respirer par la bouche, et donc si l'atrésie des coènes est bilatérale, elle va être péjorative pour son adaptation respiratoire. Le diagnostic se fait par l'exploration du cavum. On peut le faire avec une sonde d'aspiration, si la sonde bute avant de passer dans le pharynx et qu'il existe une atrésie. C'est un diagnostic qui est invasif. Il existe d'autres moyens rapides de diagnostic, mais beaucoup moins invasifs et douloureux. Tout d'abord, un enfant avec une atrésie bilatérale des coènes va présenter immédiatement une détresse respiratoire sévère. Donc avant de dépister cette malformation, on sera déjà en train de s'en occuper en termes de réanimation, et donc on cherchera dans le bilan étiologique s'il existe une atrésie bilatérale. Si l'atrésie est unilatérale, elle est sans aucun risque pour l'enfant, puisqu'il pourra respirer par l'autre narine. Donc il y a un moyen de diagnostic très simple et non invasif, c'est le test du miroir ou le test de la compresse. Ce sont les tests l'on utilise au CHU de Grenoble. On va par exemple appliquer un miroir contre le nez de l'enfant et qui va permettre de déterminer, grâce à la vapeur d'eau qui est déposée sur le miroir au moment de l'expiration, si l'enfant respire correctement par les deux narines. De la même manière, en plaçant un fil de compresse sous une narine, on verra le fil bouger au moment de l'expiration et on va pouvoir ainsi déterminer s'il existe une atrésie ou non des deux coènes. Lorsqu'on diagnostique l'atrésie des coènes, il faut installer une canule de Guédel ou une canule de Maillot 00 afin de permettre au nouveau-né de respirer par la bouche, en attendant l'arrivée du pédiatre que l'on aura prévenu. Concernant la perforation anale, c'est une malformation digestive fréquemment retrouvée. Son diagnostic est très facile, il suffit de prendre la prise de température au niveau rectal chez l'enfant, chose que l'on fait systématiquement chez les nouveau-nés au moins 2 fois dans les 2 premières heures de vie. Si le diagnostic est positif, le pronostic vital de l'enfant n'est pas immédiatement en jeu. Par contre, le pédiatre doit être prévenu et on doit réaliser des examens complémentaires afin de déterminer le type exact de malformation. Il faut faire attention aux malformations hautes, aux imperforations anales hautes, qui peuvent être non diagnostiquées par la prise de température en rectal. Dans ce cas-là, ce sera un diagnostic qui sera plus tardif avec un retard d'émission du méconium. Nous verrons ça dans les cours sur la surveillance clinique du nouveau-né pendant les premiers jours de vie. Concernant la fente palatine, c'est une absence ou une insuffisance de soudure qui se produit au cours des premières semaines de vie intra-utérine. Il y a une classification des fentes labio-maxillopalatines qui peut aller de la simple encoche labiale à la fente totale.
Leur fréquence est de environ 1 pour 800 naissances. La fente palatine, donc du palais, est un type de fente qui ne se voit pas au premier regard car elle ne concerne que le palais, les lèvres étant épargnées. Pourtant le diagnostic en est très simple, il suffit de passer le doigt dans la bouche du nouveau-né afin de vérifier l'intégrité du palais. Le défect peut être uni ou bilatéral, la prise en charge est immédiate, on équipera l'enfant d'une plaque en attendant diverses opérations. Cette plaque va lui apporter un certain confort au moment de l'alimentation et ce sont des prises en charge qui durent très longtemps, plusieurs mois. En conclusion, il est donc primordial d'être préparé à l'arrivée d'un nouveau-né, tant au niveau intellectuel qu'au niveau du matériel et des compétences. On doit à la fois vérifier le dossier d'un enfant que l'on attend, être préparé à l'état dans lequel il sera au moment de la naissance. On doit avoir vérifié son matériel, qu'il soit présent et qu'il soit fonctionnel, et on doit être au meilleur de ses compétences en se formant régulièrement. Le nouveau-né est un petit être fragile qui a besoin d'être en sécurité vis-à-vis des agressions de la vie extra-utérine, comme le froid et les infections. L'échographie, c'est un moyen formidable de dépister les malformations. Il aide beaucoup la prise en charge des nouveau-nés, mais parfois la naissance apporte son lot de mauvaises surprises et l'équipe soignante doit être là à la fois pour prendre techniquement en charge l'enfant, mais aussi pour prendre en charge psychologiquement la famille. Il est très important, étant donné tout ce qui se joue dans un couple à la naissance d'un enfant, de savoir de quoi l'on parle, de savoir rassurer dans ses gestes et dans ses paroles, de montrer qu'on est là pour faire notre maximum afin de les aider à accueillir la nouvelle vie qu'ils ont créée. Enfin, il faut avoir du bon sens, et du bon sens clinique, réfléchir à ce que l'on fait, connaître les bases de l'adaptation à la vie extra-utérine, pour pouvoir faire face à tous les types de problématiques, à tous les impondérables devant lesquels on peut se retrouver au moment de la naissance de l'enfant.